Bien, alors je déclare le webinaire ouvert. Tout d'abord, bonjour, bienvenue à tous. Merci de rejoindre cet événement qui est organisé par la commission employabilité des directions juridiques. Je co-dirige cette commission avec Reynalda Arfouche qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui ou qu'il fera peut-être en cours de webinaire, nous verrons, elle a des problèmes de santé. Je rappelle que cette vidéo sera enregistrée, est enregistrée, et elle sera mise à disposition sur le site du Cercle, et elle sera mise à disposition uniquement des membres. Donc voilà, donc quand vous vous exprimez, sachez que vous serez enregistré avec votre consentement. Donc, nous avons choisi de consacrer ce webinaire à l'impact de la crise sanitaire sur la mobilité des directeurs juridiques. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Parce qu'en fait, pendant le confinement, plusieurs d'entre vous avaient fait le choix de la mobilité et avaient un vrai projet de changement de job pour des raisons diverses et variées, soit d'évolution, soit par contrainte. Et puis, donc, certains nous ont contactés en disant comment on fait, comment ça se passe pendant cette période. Parallèlement, nous avons aussi reçu des offres et il y a eu des offres pendant la période de confinement. Il y avait des entreprises qui avaient lancé des projets aussi de leur côté. Donc, on s'est dit quelque part, la vie a continué sous une forme certainement différente, mais ça a changé quelque chose. Donc, pour en parler, nous nous sommes attachés le concours de Marie Ambrook. Donc, Marie est notre expert sur le sujet. Elle est fondateur et dirigeant du cabinet Atorus Exécutif qui est spécialisé dans le secteur juridique. Et nous nous sommes attachés aussi le concours de 3 témoins qui sont Martial Houle, Armelle Leveux-Séroud et Sybille de Geoffroy. Alors, témoins parce qu'ils ont été confrontés aux difficultés de cette période et peut-être aux difficultés qui restent encore à venir post-Covid. Et puis, donc, nous allons envisager plusieurs thèmes autour du changement de job avant et après Covid. Alors, je vais donc passer la parole à Marie Ambrook, qui va nous donner son sentiment d'expert sur le marché et qui va nous expliquer comment on fait pour changer de job en ce moment. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je voulais remercier évidemment Maëlys pour l'organisation, Brigitte et Reynalda qui malheureusement nous rejoindront un peu plus tard pour la préparation donc, de cette commission. Donc, j'ai vu quelques noms que je connais et je suis très contente de vous retrouver via l'écran. J'aurais préféré qu'on se voit tous en vrai, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. En tous les cas, en 2 mots, donc moi je suis Marie Ambrook, je suis un chasseur de tête et j'ai une vraie spécialité, c'est que je suis vraiment spécialisée sur les fonctions juridiques et RH et les recrutements, ce qu'on appelle en urgence, c'est-à-dire que les gens viennent nous solliciter quand ils ont un besoin urgent, soit sur du management de transition, soit sur des fonctions en CDI, on a un besoin spécifique. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de mon cabinet. Et alors, vous allez me dire, avec le temps qui court actuellement, c'est vrai que les recrutements en urgence et les besoins, les gestions de crise, elles sont assez nombreuses. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais faire une petite parenthèse, remercier les gens du Cercle Montesquieu parce que vous avez fait un super travail pendant le Covid. Je sais que, notamment Maëlys, j'ai beaucoup de directeurs juridiques qui m'ont dit, je sais qu'il y a eu des informations qui ont circulé là-dessus et je sais que ça a été très, très important pour la direction juridique parce que ce que je peux vous dire pendant cette période de crise de Covid, de manière unanime, les fonctions juridiques et les fonctions de DRH ont été très sollicitées. Sur cette crise de Covid, moi, c'est dans les grosses tendances que je veux retenir, ça a été la sursollicitation des directions juridiques.
Donc ça, c'est vraiment un point qui est particulier. On va commencer, avant d'aller vraiment sur comment on va changer de job, on va vraiment revoir un tout petit peu les tendances qu'on a aujourd'hui, prendre la température du marché. Donc ce que je vous disais, des directeurs juridiques sollicités, ça c'est la première chose, mais est-ce qu'on recrute plus? Ça, on verra à la fin. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés pour que vous ayez voilà, des éléments carrés. Si on prend, j'ai retrouvé un article que j'avais écrit en novembre 2019, donc on n'est pas si vieux que ça. Moi, je disais, on est sur une projection sur 2020 à entre plus 3 et plus 4% du marché. Et si on prenait les chiffres de prévision, par exemple de l'INSEE, qui est un chiffre qu'on va suivre, on pensait que sur 2020, de manière globale sur les cadres, on était à moins 8% de chômage. Ça, c'était les chiffres INSEE. On était vraiment sur moins 8% de chômage. On avait une année devant nous, 2020, qui était un boulevard de croissance. Donc, on va continuer sur les chiffres de l'INSEE, ceux qui sont tombés en juin, le 11 juin 2020. Vous pouvez les trouver sur Internet. Si on prend, alors l'INSEE parle en nombre d'emplois créés, en nombre de milliers d'emplois créés. Si on prend T4 2019, donc on est toujours en novembre 2019, on est à plus de 96 milliers d'emplois créés. Plus de 96 milliers d'emplois créés. Alors là, je ne sais pas si c'est toi, Brigitte, ou si c'est toi, Mélisse, qui a organisé ce Zoom. C'est toi. Est-ce que tu peux... Ouais. Est-ce que l'image que je t'ai envoyée, tu peux la faire dans partager ton écran ou pas du tout? Si je peux. Ouais, super. Parce que là, il y a un graphique que je trouve qui... n'ayez pas peur, hein. Le graphique fait un petit peu peur comme ça, mais on va le pondérer tout de suite derrière, mais qui est assez intéressant parce que vous voyez qu'il fait, hop, 2019, on est comme ça. T4, on est sky is the limit. Et T1 2020, on est, et ça fait comme ça, une bonne descente comme il faut, on est à moins 502 000 à peu près emplois de créés. Donc, pas de créés, donc justement de non créés. Voilà, donc si vous voyez mon magnifique graphique, ça fait une belle chute, un truc qui fait bien peur. Donc si on le traduit ça un peu différemment, on est sur une destruction d'emplois de 500 000 en fait. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On ne va pas se mentir que la période, hein, d'un point de vue global sur l'emploi, elle n'est pas belle. On va donc voilà, juste ayez ça en tête. C'est vrai qu'on est sur une période, on est un petit peu, c'est un peu compliqué cette année sur T1. Si on se focus maintenant sur la partie cadre, si vous prenez donc Cadre Emploi, c'est un site qui met en ligne des annonces. Moi, je trouve qu'ils ont un bon indicateur, c'est qu'ils vous disent voilà sur les cadres combien il y a d'annonces en moyenne. Si vous prenez depuis le Covid, moi je les ai appelés il y a 15 jours, les mecs m'ont dit on est à peu près à moins 70% d'annonces par rapport à 2019, à juin 2019, juin 2020, on est à moins 70% d'annonces sur les cadres. Sur la partie transition, donc le management de transition, cette fois-ci on est sur les missions. Cette fois-ci, je vais aller voir France Transition. France Transition, c'est une association qui regroupe pas mal d'organismes de management de transition. Eux, ils vous annoncent un moins 30, moins 40%. Donc, globalement, la tendance du marché, on est clairement sur une destruction d'emplois et clairement, là, sur la période qui vient de passer, on le voit, voilà, le schéma, il parle de lui-même. On est quand même sur un fort ralentissement des recrutements, de manière générale. Donc là, on va quand même le pondérer sur la fonction juridique RH, parce que sur nos fonctions, on l'a vu, il y a des besoins. Moi, en tous les cas, sur le cabinet Atorius Exécutif, donc là, je vais vous parler un peu plus sur le secteur qui me touche directement. On le voit, il y a une tendance globale. Les besoins on n'a pas le choix de les faire, on les fera. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un directeur juridique qui part à la retraite, on le fait. J'en ai un qui, malheureusement, est à l'hôpital actuellement. Et ben, nous devons le remplacer en urgence. Ça, c'est des recrutements, on n'a pas le choix, on va les faire. Ceux où c'est des besoins un peu moins, plus de confort, bah, ça, pour l'instant, ils vont être en stand-by. Donc, on a eu certains processus qui, pendant le Covid, ont été mis en stand-by et ils nous ont dit, voilà, on attend le mois de juin pour voir comment ça va se passer. Certains ont repris, d'autres sont en pause. Ça, c'est la deuxième tendance. Et puis, il y a une troisième tendance où les gens nous ont dit, voilà, nous, on est dans une phase de restructuration. Pour l'instant, on gèle les embauches et on verra soit en septembre, soit en fin d'année. Et pour d'autres, dans certains secteurs, comme par exemple l'aéronautique, eux, ils nous disent, bah, ce ne sera pas l'année prochaine, au mieux.
Donc, globalement, on le voit qu'il y a quand même un net recul des offres par rapport à l'année dernière. On est, moi en tous les cas, sur mon activité, moi j'estime être à moins 30, moins 40% de mon activité. Donc, on a cette spécificité, c'est qu'on n'est pas à l'arrêt. J'ai des petits camarades dans le recrutement sur les fonctions commerciales, eux, ils sont à l'arrêt. Nous, on n'est pas à l'arrêt, mais on n'est pas dans on n'est pas dans une forte croissance, ça c'est sûr. Donc ça, c'est les points vraiment côté client, le marché. La deuxième tendance, et on reviendra vraiment plus largement là-dessus dans cette présentation, mais je vous l'annonce à ce stade-là, c'est sur la fonction de la direction juridique. Et alors moi, j'ai une question que je pose souvent aux candidats, c'est quelle est votre disponibilité, quelle est votre rémunération et quelle est votre mobilité. Il y a une tendance qui a été très marquée, ça fait 10 ans que je fais ce métier de recruteur, et quand je pose à un directeur juridique quelle est votre mobilité, il me répond, alors l'Île-de-France, donc qu'est-ce que vous mettez dans l'Île-de-France? 75, oui, le premier, le deuxième, le cinquième, le huitième. Ah non, le 19e, j'y vais pas. Ok, 92, alors 92, attends, oui, pas après Neuilly, la Défense, ouais, limite, pas plus, ok. Ça, c'est vraiment des réponses classiques que j'ai, non, 78, trop loin, ok. Aujourd'hui, quand je pose cette question-là aux candidats, ils me répondent en dehors de Paris. Donc, personne n'avait répondu ça. Personne n'était mobile sur le Dijon avant le Covid. Mais il y a une tendance vraiment forte du marché des cadres sup aujourd'hui et des fonctions juridiques et RH, c'est d'être prêt à sortir de Paris. Ça, moi, c'est une tendance que j'ai remarquée. La deuxième tendance, on a pu le voir, hein, c'est sur la transversalité de la fonction. Je fais un petit teaser, mais vous allez voir, il y a quelques petits changements et je sais que Martial aussi nous en parlera tout à l'heure. Et la troisième tendance qui est ce que vous voyez, c'est la digitalisation du recrutement. C'est-à-dire qu'en 48 heures, tous ceux qui disaient on ne peut pas faire du télétravail, ben on s'est tous mis à faire du Zoom, quoi. Donc, très clairement, c'est une tendance lourde, forte, pardon, pas lourde, forte du secteur du recrutement aujourd'hui, spécifiquement juridique. On n'a pas de problème pour faire des premiers entretiens en digital. Voilà. Peut-être que Armelle, tu voulais nous donner peut-être un petit élément par rapport à ce constat. Qu'est-ce que je te laisse rebondir? Bonjour à tous et je suis ravie d'être là. Effectivement, donc moi je suis en recherche active d'emploi, donc j'ai commencé juste avant les grandes grèves de décembre. Donc en fait j'ai vécu deux crises dans ma recherche d'emploi, hein, celle des grèves et celle du Covid. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement la période du confinement a augmenté considérablement la digitalisation des échanges, des entretiens, ce qui n'avait pas eu lieu tout à fait pendant les grèves de fin d'année et de début d'année en Île-de-France. Donc cette tendance soulignée par Marie, moi je l'observe tous les jours, hein, c'est la raréfaction des offres publiées ou des offres via chasseurs et une très très grande digitalisation des échanges. Ok. Donc là, on est assez alignés. Alors, du coup, sur cette notion de digitalisation du recrutement, je me suis engagée auprès de Brigitte à vous faire un petit rappel technique de l'utilisation des nouvelles technologies sur le recrutement. Et donc, je vais commencer par évacuer cette question très technique. Et là, j'ai une très, très bonne nouvelle qui commence. C'est la première bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est que vous êtes avec nous, donc vous savez vous servir de Zoom. Et ça, bravo, c'est vachement bien. Je fais une petite blague là-dessus, hein. C'est vrai qu'on l'a vu et je pense que Armelle aussi, tu nous diras. Mais on a eu beaucoup d'entretiens. Moi, j'ai eu des entretiens où j'hésite entre rire, pleurer, rire et pleurer en même temps, je sais pas. Je vous évite toutes les anecdotes que j'ai pu avoir, mais croyez-moi, je peux en écrire un bouquin. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile, mais ça reste un entretien d'embauche. Ceux qui me suivent, ceux qui ont déjà travaillé avec moi et ceux qui ont déjà fait des conférences, qui ont déjà suivi des conférences avec nous, savent à quel point je suis attachée sur cette phase qui est essentielle, qui est celle de la préparation de l'entretien. Si jamais vous avez un petit peu de temps devant vous, chez Atorus Exécutif, on a fait ce qu'on appelle un guide candidat. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet ou aussi on l'a mis sur LinkedIn. Et en fait, ce guide candidat vous aide à préparer votre recherche d'emploi et aussi vos entretiens d'embauche. Et en fait, au-delà du CV, bien rédiger son CV,
moi, j'ai vraiment axé sur un point qui est la préparation de l'entretien. Sans vous dévoiler tout ce qu'il faut faire pour préparer son entretien, il y a un élément qui est encore plus que jamais super important aujourd'hui, c'est la préparation technique à l'entretien. Aujourd'hui, on n'avait pas ça avant, mais effectivement, on a cette dimension technique qui fait que vous devez vérifier le son, vous devez vérifier l'image. Avant que cette réunion commence, on a eu pendant quelques minutes une petite discussion sur ce qu'on voit derrière nous. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais enfin, voilà, l'entretien qu'on a pu tout savoir, c'est quand même très intrusif parce que nous, on vient dans votre vie privée et moi, je n'ai pas vocation à aller dans votre vie privée parce que normalement, je dois rester très neutre. Le problème, c'est que j'ai beau être neutre, j'ai beau essayer d'avoir de la distance, quand j'ai un entretien avec un candidat qui est dans la chambre de ses enfants, bon, voilà, quand j'ai un entretien avec un candidat qui est dans sa salle de chasse, voilà, c'est pas neutre en fait, c'est juste pas neutre et on a beau essayer de mettre des filtres, ce n'est pas neutre. Donc, préparez bien ça, dites-vous que c'est un entretien professionnel, donc il faut être professionnel. Le son doit être vérifié, l'Internet, si vous savez que vous avez fait un bon débit, allez à un endroit où vous avez un bon débit. Pareil, l'image, vérifiez que ça fonctionne. Si vous savez que votre ordinateur ne fonctionne pas, vous pouvez faire des zooms via votre téléphone, l'application marche très bien. Donc ça, c'est vraiment important de vérifier ça. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc Zoom, vous savez vous en servir. La particularité de Zoom et la particularité de cette digitalisation du recrutement, c'est que vous faites des recrutements non plus en one-to-one, mais via un écran. Quand vous allez dans le Larousse et que vous regardez la définition de l'écran, ça veut dire quelque chose qui coupe les rayons. Donc ça arrête les rayons. La particularité, ça veut dire quoi de ça? C'est quand vous faites un entretien en one-to-one, vous avez ce qu'on appelle la communication verbale, vous m'entendez, et la communication non verbale. Il faut savoir que dans une communication, c'est 80% de votre communication qui est non verbale. Donc l'écran, ça coupe ces fameux rayons et donc ça coupe cette communication non verbale. Donc à vous peut-être d'accentuer certains traits. Si vous êtes quelqu'un de naturellement joyeux, tout en restant naturel, hein, bien évidemment, attention, ne mélangeons pas les propos, mais c'est vrai que c'est un peu plus dur de percevoir comment la personne se sent. Ce que je donne souvent comme exemple, nous, en entretien, un des éléments les plus importants, enfin pas les plus importants, mais un élément qui est important, c'est le moment où on vous dit bonjour et on vous fait la fameuse poignée de main. J'en parle souvent. Là, il n'y en a plus. Il n'y a pas de poignée de main. Mais c'est important de se dire, est-ce que la personne va être connectée à l'heure, pas à l'heure? Est-ce qu'elle va avoir testé son matériel? C'est pareil. Ça nous servira de petit indicateur sur le sérieux de la personne. Donc voilà, bien cette notion d'écran, on va couper les rayons, mais c'est pas grave parce qu'on va travailler dans sa gestuelle différemment et on va être autant à l'écoute. Mais donc, Marie, pour la gestuelle, pour pouvoir appréhender la gestuelle, il faut cadrer sur, on voit tes mains là par exemple. Alors justement, on en parlait avec Armelle, le fameux cadrage, parce que c'est une très très bonne question, Brigitte. Effectivement, le cadrage, ça prend 5 minutes, mais il faut le faire. Armelle, je te laisse peut-être rebondir sur ton expérience du cadrage en entretien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a l'habitude, tous à nos postes, de faire des visios fréquentes avec nos équipes, voire avec des clients, le fait qu'on soit à notre avantage, que derrière, il y a une pile de dossiers, du moment qu'on ne voit pas les noms, ce n'est pas très, très important. Quand on est dans un entretien d'embauche, et là, ceux qui sont connectés un peu plus tôt l'ont vu, il faut à peu près tout vérifier. Parce qu'en fonction de l'heure de la journée, la salle dans laquelle vous êtes, qui peut être très, très bien exposée le matin, l'après-midi, vous pouvez être complètement au contre-jour et du coup, vous avez un visage plat et blanc. Là, moi, tout à l'heure, j'étais à mon bureau qui, en fait, avec les nuages, obscurcissait ma caméra de façon alternative. Et de même, on se rend compte assez vite si on n'a pas mis sa caméra assez haute. Je prends un exemple. On a l'habitude de faire des visios avec nos PC de bureau. Donc la caméra est à peu près 20 cm au-dessus de nous. Et puis, on se retrouve à faire des Zooms ou des Teams avec une tablette ou un PC portable. Et là, la caméra est environ 10 cm en dessous de nous. Donc, on se retrouve avec une contre-plongée assez désavantageuse, ce qui accentue avec l'absence de coiffeur, les enfants à aller chercher à la crèche, le désordre qui peut y avoir derrière vous, vous met très très vite, alors même que vous pensez être totalement préparé, dans un contexte visuel pour votre interlocuteur qui n'est pas tout à fait favorable et surtout qui n'est pas très glorieux pour vous. Donc,
Il faut penser à prendre une petite pile de journaux, rehausser son PC, avoir un plan B, comme j'ai fait tout à l'heure, pour déplacer son PC assez vite, pour se mettre dans une zone où la lumière n'a plus d'impact. Et de temps en temps, alors c'est vrai que si on est quelqu'un qui parle naturellement avec les mains, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de Marie, bon, avoir des mains apparaître, à partir du moment où ce n'est pas un point rageur vers la caméra, je pense que c'est plutôt vivant pour le recruteur. En revanche, il ne faut pas forcer la chose parce que de mon expérience, en fait, la caméra accentue beaucoup les traits de vie, mais aussi les traits de langage corporel. Donc, si on se force, là, ça va se voir tout de suite et ça va donner quelque chose de très, très peu naturel. Mais c'est aussi objectif. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai eu on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai eu des entretiens où le recruteur était plus mal à l'aise que moi parce que ce n'était pas forcément à son niveau un exercice qu'il pratiquait tous les jours. Tout à fait, en Oui, fait. il y a ça aussi, ouais. En fait, il faut bien l'entendre, c'est que cette digitalisation à marche forcée, c'est que du jour au lendemain, tout le monde s'est mis au télétravail, tout le monde s'est mis au Zoom et au Teams. Donc, sachez-le, les gens qui sont en face de vous, globalement, on est comme vous, en fait. Pour nous aussi, c'est un nouvel exercice, c'est une nouvelle manière de travailler, mais on s'y met. Parce que, alors, on a vu la première bonne nouvelle, oui, même si c'est nouveau, on a réussi à se servir de Zoom. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même une deuxième, c'est qu'on joue à la maison. En fait, je m'explique, je ne sais pas s'il y a des fans de foot dans la salle et dans l'audience aujourd'hui, mais au foot, on joue soit chez l'adversaire, soit on joue à la maison. Et alors, nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait nos entretiens chez nous. Donc, je m'explique, ça vous permet d'être un peu plus à l'aise, d'être dans votre environnement. Et regardez, tac, moi j'ai mes notes. Ce que je n'ai pas forcément quand je fais des webinaires avec vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, make the most of it. C'est-à-dire que la situation, elle n'est pas géniale. Et ben, on va retourner vers notre avantage et de se dire, et ben, justement, je vais pouvoir choisir le décor que je veux, donner l'image que je veux et finalement avoir un contrôle de quelque chose que vous n'auriez peut-être pas naturellement. Donc, si vous avez bien préparé cet entretien, justement, vous pourrez peut-être vous tirer l'épingle du jeu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez, vous êtes sur la bonne voie pour préparer vos futurs entretiens. Donc, l'idée par là, ce que je veux vous dire, c'est que votre image, vous pouvez un peu plus le contrôler et vous pouvez un peu plus donner ce que vous voulez ou pas à la personne en face. Voilà, donc ça, cette histoire de recrutement digital. Peut-être que Armelle, tu voulais reboucler une dernière fois sur un point ou pas à ce stade? Non, à ce stade, non. Je pense que D'accord. on verra si tu as des choses à ajouter lorsque je fais mon petit rétex. Ce sera plus dynamique. Moi, en tous les cas, hein, sur ce que je peux vous dire, c'est que l'entretien par Zoom, oui, il y a des codes et qu'on va tous découvrir en même temps. Maintenant, ce qui est fondamental sur ce rappel, c'est rester naturel parce que finalement, on vous recrute pour qui vous êtes vous. Et si vous jouez un rôle pendant l'entretien, il y a un moment, ça se verra. Voilà, donc ça, c'était le rappel des règles d'utilisation de Zoom et l'état des lieux. Maintenant, le point qu'on voulait aborder avec vous, c'est comment s'y prendre pour changer de job. Et là, c'était Armelle, peut-être que tu voulais revenir dessus? Merci Marie. Alors, effectivement, donc j'étais en recherche active pendant le Covid. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mes recherches fin 2019, début 2020. Donc, au meilleur moment, j'ose dire, pour le marché. Hein, donc, sorte d'enfilade, grève, confinement, vacances scolaires, restructuration. Là, on a une très, très belle piste aux étoiles. Hein. Et moi, j'étais en poste depuis très, très longtemps, donc j'avais fait quelques process de chasse, mais rien de très proactif. Et c'est vrai que du coup, j'ai dû basculer du jour au lendemain sur la digitalisation de toutes mes prises de contact, de tous mes entretiens, travailler différemment mes entretiens, travailler différemment ma présentation parce qu'il faut aussi se mettre à l'aise avec l'image que l'on voit de soi-même quand on parle à un interlocuteur. On n'a pas l'habitude de se voir en permanence quand on parle à quelqu'un. Donc d'un coup, il faut apprendre à gérer son image, même si les outils nous permettent d'évacuer ce point. Penser à ralentir de temps en temps un petit peu son phrasé parce que quand on a cette petite pointe de stress supplémentaire en entretien, on a tendance à vouloir en dire beaucoup en même temps. Et là, en fonction de la qualité de son micro et de la qualité de réception de son interlocuteur, ça peut virer à la catastrophe. Hein.
c'est vraiment des petites choses hein, mais qui font que vous êtes à l'aise ou pas, du coup, sur un entretien. Donc moi, ce que j'observe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie, hein, c'est qu'il y a une très grosse chute des offres. Moi, il y a des process sur lesquels j'ai été engagée qui ont été gelés. Donc là, il ne faut pas se décourager. Il y a des process j'ai un process sur lequel j'étais engagée en novembre. Hein. J'ai eu une partie d'entretien en janvier, février. Donc c'était une route de 7 entretiens. Ça a été gelé fin février. Et là, je devrais avoir, normalement, puisque on ne sait jamais, les 2 entretiens finaux ne seront programmés qu'en septembre. Donc là, on voit quand même qu'on est sur un recrutement qui, pour le recruteur, a commencé en juillet, pour moi, aurait commencé en novembre et qui éventuellement se conclurait en octobre. Donc il y a aussi une sorte d'allongement des phases de recrutement parce qu'on est, comme le disait Marie, pas sur un poste d'urgence, sur un poste où les gens s'étaient donné le temps de staffer le poste. Donc là, ils se disent, bon, là, on va attendre un petit peu. Ensuite, une recherche d'emploi en période de confinement, c'est aussi découvrir qu'on n'est pas les seuls à être démunis. Donc, sur nos types de postes, souvent, quand même s'il y a quelques phases d'échange digital, c'est la plupart du temps en one-to-one. En général, on rencontre soit le Head of Talent Acquisition, soit le DRH et pas le chargé de recrutement, qui ne font que très peu d'entretiens Zoom. Donc, eux-mêmes étaient très, très démunis. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu un entretien avec une DRH. C'était au tout début du confinement. C'était la première semaine du confinement. Et en fait, c'était elle qui était le moins à l'aise. Elle était chez elle. Je pense qu'elle n'avait pas réfléchi à l'endroit où elle était assise. Elle était engoncée dans son canapé. À un moment, elle ne pouvait plus bouger. Elle faisait avec son téléphone. Enfin, c'était catastrophique, à tel point qu'elle a été obligée de me demander si on pouvait interrompre 5 minutes pour qu'elle puisse se reconfigurer. Donc voilà, il faut aussi dédramatiser la chose. Il faut se préparer, mais on n'est pas les seuls à avoir appris. Un point extrêmement important que Marie soulignait, c'est qu'on est à la maison. Donc, on est à la maison, mais ça a des avantages, mais il ne faut pas que ça ait des désavantages. Il faut se préparer comme si on allait à un entretien normal. Donc, il faut être coiffé, il faut être habillé, faut être à son poste de réunion un peu en avance, comme on arrive un peu en avance à un entretien professionnel. Il faut avoir ses notes. Mais en revanche, l'avantage, c'est qu'on est chez nous et qu'il y a toute une zone qui est cachée autour de nous, où on peut se mettre des post-it, des notes, ce genre de choses. Donc, moi qui suis une aficionado du post-it, en général, j'ai un post-it d'une couleur avec les messages clés sur ma candidature que je vais absolument faire passer, un post-it d'une autre couleur sur les problématiques de l'entreprise telles que j'ai pu les déterminer dans mes recherches ou telles que mon réseau a pu me les indiquer. Un post-it avec les questions que je veux absolument poser parce que je sais que c'est des questions auxquelles l'entreprise est sensible ou que le recruteur est sensible. Et du coup, ça permet aussi on a des anti-sèches. C'est-à-dire que quand on est chez soi, c'est les anti-sèches. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, je voudrais juste, Sophie, tu as autre chose à rajouter, Armelle, juste reboucler sur cette question. Je fais une petite parenthèse sur la notion de réseau. Nous, jusqu'à présent, on a un vrai sujet, c'est que le réseau, on est très bon quand on nous emmène dans une réunion et que quelqu'un nous présente quelqu'un, globalement. Parce qu'on sait bien faire, on est bon dans notre activité, on est souvent reconnu dans ce qu'on sait faire, mais la difficulté, c'est quand il n'y a plus de petit déjeuner cabinet d'avocat, quand il n'y a plus de petit déjeuner Cercle Montesquieu, quand il n'y a plus de petit déjeuner à Taurus. Comment on fait pour rencontrer du monde, en fait ? Et alors ça, je vais vous donner, parce que du coup, comme j'avais du temps, j'ai passé beaucoup de temps à poser cette question aux gens, aux avocats, comment ils font pour développer leur réseau. Et aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, on va pas se mentir, le réseau physique, il est beaucoup, beaucoup plus dur à avoir. Vous arrivez à avoir des gens que vous connaissez et vous pouvez les fidéliser, ça, il n'y a pas de problème. La problématique, c'est élargir un réseau qui est limité à ce qu'on connaît. Alors, il y a deux choses. Soit vous passez par LinkedIn, et dans ce cas-là, il faut un réseau LinkedIn que vous alimentez. Vous allez suivre des profils, vous allez répondre, vous allez poster, donc être actif sur LinkedIn. Ça, c'est l'option numéro 1. Et je vous invite à le faire. Après, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est pas mal de suivre les recruteurs, les tendances. Ça vous donne aussi des bonnes indications. Moi, je sais que j'ai des candidats ou des clients qui me suivent sur LinkedIn, qui me disent « Ah tiens, Marie, par exemple, nous on fait une citation le lundi. » Ils disent « Tiens, cette citation m'a fait marrer. » Hop, ça reconnecte facilement. Et c'est vrai que c'est plus facile d'avoir quelqu'un en l'abordant en ayant un sujet un peu détourné que pur coucou, je recherche un job, quoi. Parce que on le dit une fois, on le dit 3 fois, ça peut faire un petit peu un malaise et on n'est pas toujours à l'aise. Alors que
avoir une phrase d'accroche un peu nice, un peu sympa, c'est toujours appréciable. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, et ça, on s'est rendu compte, j'en ai parlé avec une psychologue du travail qui m'a dit, en fait, Marie, si tu veux, il y a des temps pour chaque chose. Pendant ce confinement, et même, je pense, ce début de déconfinement, donc là, on est dans des entre-deux, on n'est pas dans du temps de commercial. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans un temps où ils acceptent forcément de nous rencontrer s'ils ne nous connaissent pas. Ou si on arrive dans ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Pierre, je cherche un emploi, ils ne seront pas forcément ouverts pour nous entendre. Même nous, les recruteurs, quand vous allez voir des DRH actuellement, ils n'ont pas forcément, ils sont déjà surchargés de boulot, ils n'ont pas forcément envie d'avoir Emma Youngbrook qui tape à la porte. Ils n'ont pas forcément envie de ça. Par contre, il y a un truc super efficace qu'on m'a suggéré, une bonne idée, et peut-être que vous en avez d'autres et vous allez nous les partager si vous en avez, mais c'était de se dire, ben, vous prenez dans votre entourage des gens que vous connaissez bien, des gens qui vous êtes assez proches, et vous leur dites, vous en prenez par exemple 5, ou peut-être 2, en fonction de ce que vous avez envie de faire, et vous leur dites, tiens, mets-moi en contact avec quelqu'un. Ce petit exercice va faire que vous allez élargir votre réseau. Vous allez expliquer votre démarche à quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise et vous lui dites, voilà, moi je recherche un emploi, est-ce que tu connais, vous désignez un peu trois personnes et vous leur dites, tiens voilà, mets-moi en contact avec une ou deux personnes de ton réseau. Et vous désignez, je veux être en contact avec un DRH, je veux être en contact avec un avocat. Vous leur désignez spécifiquement ce que vous voulez. Et la chance qu'on a aujourd'hui quand même avec LinkedIn, c'est qu'on peut voir un peu les réseaux des uns des autres. Donc, Absolument. Alors, pardon. pardon, en fait, pour compléter ce que disait Marie, parce qu'on a vu l'échange, on a vu cet échange en bilatéral. En fait, globalement, dans le réseau, vous avez 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les gens que vous connaissez très très bien, c'est le premier niveau de réseau. Les gens que vous connaissez indirectement, c'est le deuxième niveau de réseau, ou alors que vous connaissez par quelqu'un. Puis après, il y a les gens que vous ne connaissez pas et que quelqu'un que vous connaissez à peine vous recommande d'aller voir. Et dans cette période de Covid, c'est cette troisième catégorie qui est difficile à aller chercher, qui est souvent la catégorie où il y a des jobs. Parce que globalement, quand vous avez passé 10 ou 15 ans dans un secteur ou que vous commencez à être connu pour une expertise, les gens peuvent venir vous chercher pour ce que vous êtes. En revanche, aller chercher un autre secteur d'activité, un autre poste, un autre périmètre de fonction, souvent, il faut aller gratter un peu le réseau, comme on dit entre amis. Et c'est vrai que cette période de Covid, c'est très compliqué de se faire présenter par quelqu'un qu'on connaît à peine, quelqu'un qu'on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et ce travail de LinkedIn, d'aller faire des recherches sur cette personne qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, pour savoir quels seraient ses sujets d'intérêt, et de contacter quelqu'un qu'on a vu 2-3 fois en disant voilà, alors je crois que tu es en lien avec telle personne, c'est essentiel parce que c'est ça qui permet effectivement de faire construire le réseau. Alors comme le disait Marie, il faut être bien documenté, il faut suivre les gens. Moi, mon expérience, c'est qu'il faut aussi essayer de se mettre dans les baskets de la personne qui va recevoir le mail. C'est-à-dire lui envoyer un jour où on sait que nous, quand on était en poste, les mails les plus urgents à traiter le lundi matin à 8h, ce n'était pas ceux qu'on recevait de parfaits étrangers. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, ce n'est pas des demandes qu'on fait le lundi matin quand les gens arrivent et essayent de dépiler leurs mails et de répondre aux urgences. Il faut aussi ne pas oublier ce qu'on est quand on est en poste, hein, et se dire que quand on écrit à quelqu'un, on écrit à quelqu'un qui est lui-même en poste avec ses contraintes, qui a des comex à gérer, qui a des cellules de crise à gérer, qui a des déconfinements à gérer, qui a des équipes qui ne veulent pas rentrer au siège ou d'autres qui veulent rentrer au siège alors que ce n'est pas la politique de la maison en ce moment. Et qu'il faut vraiment essayer de cibler des jours où on savait que nous, on était un peu plus à même de lire des communications. Tout à fait, et je rebondis aussi sur les chasseurs de tête. On est sur une période qui est assez calme. C'est pas du tout, enfin voilà, ça peut être une période justement pour reprendre contact avec les gens. Encore une fois, je pense que vous êtes tous suffisamment, vous avez l'intelligence émotionnelle et de situation pour reprendre contact avec les gens que vous connaissez déjà. Et quand vous avez en contact avec une personne, n'hésitez pas à lui dire, encore une fois, tiens, est-ce que tu connais d'autres personnes sur le secteur du recrutement juridique? Les chasseurs de tête, globalement, sont d'assez bon niveau. Bon, vous avez toujours quelques brebis galeuses, mais globalement, je trouve que non, mais c'est vrai, globalement, les chasseurs sont tous très bien. Et je pense que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai aucun problème à vous dire, attends, moi, j'ai pas forcément quelque chose, mais va contacter un tel de ma part, un tel de ma part. On fera avec grand plaisir. L'objectif, c'est que vous retrouviez rapidement un emploi. Enfin, là-dessus, je pense que on est suffisamment smart pour jouer collectif.
Voilà. Est-ce que Brigitte, ça te va? On peut passer au thème du onboarding? Oui, oui. Donc, on a un nouveau témoin. J'ai juste D'accord. une toute petite chose Vous parlez Ah, avec le pardon. onboarding. Bien sûr. C'est tous ceux qui recherchent en ce moment, il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire qu'on est passé d'une période où on entendait cette phrase qui est très irritante, mais qui est quand même très sympathique de je ne me fais aucun souci pour toi. Et ça, c'était jusqu'en décembre. Et là, vu les chiffres que Marie nous donne, vu moi l'expérience, en tout cas personnelle que j'ai, là, on commence à se faire du souci pour nous-mêmes parce qu'effectivement, il y a moins de postes. On a toujours 6 ou 7 ou 8 ou 9 entretiens qui sont en Zoom ou en Teams, où là, il faut gérer que les enfants ne soient pas dans la pièce, que le chien ne soit pas dans la pièce, que les livreurs de courses n'arrivent pas sur ce créneau. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer. Il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire que les postes, à un moment, ils vont revenir, ils vont être là. Il ne faut pas se dire qu'on n'avait aucun souci il y a 6 mois et qu'on en a énormément maintenant. C'est une période qui est difficile, qui est plus compliquée. Le temps va être plus long. Mais les qualités intrinsèques des profils ne se sont pas délitées par l'effet du confinement. En fait, pour être très technique et précis, j'ai la chance de faire des podcasts avec des directeurs juridiques et on leur pose la question comment ils vivent la situation. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Hervé Delannoy, qui est quelqu'un de génial, qui a fait cette phrase que je trouve super. Il nous a dit non, mais en fait, c'est pas une récession, c'est pas ça en fait le sujet. Le sujet, c'est que la voiture qu'on avait, qui roulait, on a enlevé l'essence. Donc mécaniquement, elle s'est arrêtée. Et là, elle ne roule pas. Le jour où on va remettre de l'essence, bah, il n'est pas exclu qu'elle reroule. Donc, le moment qu'on vit, on vit tous, alors c'est vrai qu'on n'est pas en poste, c'est peut-être plus long, mais c'est de se dire, voilà, c'est un moment, il faut juste le savoir, c'est pas quelque chose de personnel, c'est un moment où il y a moins de postes, les process sont plus longs, il faut l'accepter, il faut juste se dire, bah voilà, une fois que j'ai fait ma recherche, je fais autre chose. Et c'est ce que je conseille souvent aux candidats, c'est quand vous avez fait votre recherche, quand vous avez fait ce que vous aviez faire dans votre journée, vous avez bien élargi au maximum, de ne pas hésiter à avoir quelque chose à côté du sport, de ce que vous voulez. Parce que si on se centralise, on se focus sur sa recherche, effectivement, il y a un moment, ça devient un peu dur. Alors que si on a d'autres choses, on se dit, bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, c'est pareil quand vous êtes en poste, vous n'êtes pas toute la journée focusé sur votre job. Vous avez ce qui va à côté, votre famille, vos amis. Et ben, c'est pareil, en fait. Il faut vraiment se dire, ben, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis là, c'est sûr que juillet, août, ça va pas être... Enfin, il peut y avoir des postes, il y a toujours une bonne surprise. Mais globalement, c'est pas, voilà, c'est pas contre vous, c'est le marché qui fait que. Donc, il y a un moment, on va pas se gratter les épaules pour voir ce qui va se passer, quoi. C'est le marché, il est comme ça. Enfin, tu peux essayer, mais ça changera rien. J'essaie. Non, rien. Non, mais voilà, c'est ça que je veux vous dire. Effectivement, c'est une bonne précision de se dire que c'est pas spécialement nous, mais c'est vraiment le marché conjoncturel qui fait ça. Et on a tous Se connu. mettre en cause. Oui, il y a un moment. Oui, il faut toujours se remettre en cause un petit peu, ça permet de progresser. Et là, il y a vraiment des éléments exogènes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. On enquille la même année les gilets jaunes, les grèves en Île-de-France, le confinement. Il y a quand même un alignement de freins au recrutement, un alignement de freins aux mobilités qu'il faut assumer. Mais ce qu'on disait. Marie, avant de passer au onboarding, peut-être on peut demander s'il y a d'autres participants qui ont vécu des expériences de digitalisation ou de changement de job comparables. Est-ce que quelqu'un a autre chose à partager? Non? Soyez pas timide, on mord pas. Hein. Puis en plus, on est derrière l'écran, donc on ne griffe pas. Bonjour. Bonjour. Je suis Maëlys Croza. Bonjour Marie. Bonjour. Maëlys et à tous. Je suis un peu dans la même situation que Carmel. Je suis en transition et depuis, pareil, fin novembre, enfin, on va dire décembre, janvier, j'ai vraiment commencé en janvier. Donc, j'ai aussi enchaîné ces périodes-là, donc je peux témoigner du même type de constat. Et j'avais eu, je dirais entre guillemets, la chance de bien activer un réseau en janvier-février et de faire plein d'entretiens réseau en janvier-février qui ont permis quand même de maintenir quelque chose pendant la période de confinement. Même si le confinement a été d'un calme plat, il faut quand même dire ce qui est entre l'étonnement de la situation absolument inédite qu'on était en train de vivre et le fait de l'encaisser déjà,
puis les vacances scolaires qui sont arrivées dans les 15 jours qui ont suivi, il y a eu un premier mois de confinement qui a été vraiment très plat. Et sur le deuxième mois de confinement, moi, j'ai trouvé que les choses se réactivaient un peu, les contacts revenaient tranquillement, que ce soit en termes de réseau ou en termes de propositions, soit de mission, soit de job. Moi, je fais le constat, alors Marie, vous avez une bonne vue sur cette partie-là, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises vont avoir besoin de missions plus ponctuelles, que en tout cas ça va reprendre un petit peu comme ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu pas mal de contacts sur des missions plus ponctuelles où je sens qu'il faut être un peu flexible à ce niveau-là et se dire que c'est pas grave si on ne retrouve pas un CDI tout de suite, mais en tout cas d'être ouvert à aussi de la mission plus ponctuelle sur du management de transition ou sur des spécificités particulières pendant une période. Et, je pense que c'est aussi assez intéressant et cette période fait que nous-mêmes, il faut qu'on rentre dans une adaptabilité, une flexibilité par rapport au marché et par rapport, sans perdre de vue ce qu'on recherche, parce qu'il ne faut pas se perdre de vue soi-même, mais tout en restant dans un cadre et dans une histoire qui nous correspond. Il va y avoir, à mon sens, un peu de flexibilité et de période d'adaptation. Mais il y a quand même des choses qui bougent. Et moi, dans les messages positifs aussi, je reste foncièrement convaincue qu'on est sur une fonction où il y a des besoins et où là, il y a un ralentissement, mais c'est pas fini, quoi. Ça va revenir et il faut être patient. Enfin, franchement, Mélie, ce que vous dites, ça résume un peu mon point de vue, c'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, on est à un endroit, le juridique, où on a encore des besoins, parce il y a d'autres fonctions, marketing, com, etc., où là, c'est vraiment compliqué. Nous, sur le juridique, ils ont besoin de nous. Donc, du coup, c'est aussi une tendance qui a émergé du Covid, c'est que tous les directeurs juridiques ont été sursollicités par la direction. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que la fonction juridique était devenue extrêmement centrale par rapport à cette fonction. Et je pense que Martial confirmera. Donc, effectivement, nous, on a encore besoin de nous. Donc, moi aussi, je suis assez positive par rapport à ce qui va arriver. Après, ce que je pense, c'est qu'on a quand même un creux qui arrive devant nous. Donc, il faut le savoir. Il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça. Et effectivement, je pense, et vous allez me dire, Marie, ça fait 10 ans que j'aime le discours, je ne vais pas changer de discours, je pense qu'on va aller vers de la transformation de la fonction juridique à quelque chose qui sera beaucoup plus transverse et beaucoup plus agile. Parce que pour moi, le juridique ne sera pas juste le directeur juridique, va être dans une transformation, dans une version beaucoup plus horizontale. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on abordera après, mais je suis d'accord avec vous, les fonctions juridiques /RH ne font que augmenter, les besoins ne font que augmenter en entreprise. Donc, mécaniquement, il y a un moment, si on recrute, ce sera par nous parce que les mecs, ils ont peur que la responsabilité soit engagée. Il ne faut pas aller plus loin, c'est simple. Il y a juste quelques secteurs qui sont un peu sinistrés. Moi, pour venir du secteur de la défense, avec aussi une coloration aéronautique, forcément, moi, j'avais des pistes dans le secteur aéronautique de défense. Autant vous dire que là, c'est en croix jusqu'en janvier et je pense que ça doit être similaire dans le secteur du tourisme. Mais voilà, il faut laisser un petit peu de temps, mais c'est des fonctions qui, de toute façon, ne vont pas disparaître. Voilà. Une question pour Marie. La tendance dont parle Maëlys, moi j'y crois aussi sur proposer des missions plus que de rechercher un CDI. Ouais. C'est une tendance de fond qui a été constatée avant le Covid ou ce serait une tendance qui serait liée au Covid ? On a plus de CDI, enfin on en a plus de transition. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de transition en juridique que ce qu'on voyait avant. Bon, oui. Alors, non. En fait, pour être très, très, très transparente, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous faire, enfin, comment dire, de recul. Je n'ai pas assez de recul. Vous me reposez la question en septembre ou en janvier prochain, je vous dirai, voilà, mon étude, je peux vous donner le nombre de chiffres et ce qu'il a été réellement. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à mes petits camarades qui sont que en CDI, nous, sur la transition, on garde encore des postes, on garde encore des choses. Et je pense qu'on sera au bon endroit en septembre-octobre, quand tout le monde va annoncer ses PSE et qu'ils ne pourront plus recruter en CDI, mais qu'ils auront le droit de recruter en transition. Ça, c'est moi. Maintenant, je n'ai peut-être pas une boule de cristal et je vous rappellerai peut-être en janvier, je vous dirai non, je me suis complètement foirée sur mon analyse. Donc,
Je ne sais pas. Moi, ma compréhension, en tous les cas, tous les DG que je vois, tous les DRH que je vois aujourd'hui et tous les gens que je vois aujourd'hui me disent ce qu'on recherche, c'est des directeurs juridiques business et agiles. Voilà, c'est ce que j'ai comme tendance et ça, c'est vrai que la transition répond à cette offre, mais à ce besoin. Donc, pour moi, c'est oui. Merci. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, malgré toutes les adaptations qui sont nécessitées par la crise sanitaire et les nouvelles techniques de recrutement, on ne dit pas qu'il faut renoncer à changer de job en ce moment, en aucun cas, hein. Donc, il faut gérer différemment, mais il ne faut pas renoncer à un projet d'évolution en se disant… En fait, ce qui est assez curieux dans cette période, et c'est pour ça que cette période est très, très, très curieuse par rapport aux autres crises qu'on a pu avoir, c'est comme je vous le disais, on n'est pas à l'arrêt. Il y a des crises où vous êtes à l'arrêt, voilà. Là, sur le recrutement, il y a encore il y a des postes, il y a des belles opportunités. Donc, il y a, par exemple, quand quelqu'un qui part en retraite, il part en retraite. Je veux dire, on fait ce qu'on veut. Quand la personne part et démissionne pour aller ailleurs, voilà, donc il reste des postes et si vous avez un projet qui a du sens pour vous, il n'y a pas de raison de ne pas tenter l'aventure, quoi. Je voudrais, si vous permettez, c'est Martial. Oui. Je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit, enfin sur deux idées. Moi, je crois vraiment à l'internalisation de la fonction. Ce qui vient de se passer, et pas de manière transitoire. Le marché de la transition, c'est un marché en tant que tel. Il y aura toujours besoin pour des remplacements, pour des congés maladie, des congés maternité. Il y aura toujours besoin de managers de transition. C'est un marché. Je ne pense pas que ce marché-là réponde aux besoins des entreprises aujourd'hui. Justement, Marie le disait, les directions juridiques n'ont jamais été aussi présentes sur le pont du bateau pendant cette période. On a passé notre temps en Teams ou en Zoom, en réunion de crise, à gérer les contrats, la suspension des contrats avec nos prestataires, la suspension des clients qui ne voulaient plus payer et en même temps les éventuels contentieux qui allaient venir derrière et à les anticiper. On a juste montré le caractère indispensable de nos métiers. En termes de gestion de risque. Et je crois que ce mouvement-là, il est pérenne. Alors là, il y a une espèce d'effet rebond. L'économie s'est arrêtée. Donc évidemment qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas un élan de recrutement et d'internisation de nos métiers demain matin. C'est un mouvement de fond et je crois que les entreprises ont pris conscience là que c'était un métier indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, à la fois sur la gouvernance, à la fois sur la gestion du risque et que ça ne s'arrêtera pas demain. Donc, moi, je crois qu'il faut garder ça en tête. Je crois que tout l'avenir est au contraire devant nous dans nos différents métiers. Et plus spécifiquement, d'ailleurs, c'est qui était un métier un petit peu dévoyé ou une expertise un petit peu dévoyée, qui était le généraliste d'affaires ou le juriste en droit des contrats. Et c'est lui, aujourd'hui, qui tient la rampe. Voilà. Les entreprises, aujourd'hui, ont compris qu'elles avaient d'excellents juristes contrats qui étaient capables non seulement de le lire, en même temps de le tordre, parce que finalement, ils n'étaient pas toujours très bien écrits, avec des clauses de force majeure ou d'imprévision qui n'étaient pas forcément adaptables à la situation que l'on rencontrait. Mais pour autant, on a su gérer. Globalement, quand j'en parle avec mes collègues, on a su gérer cette période-là et on a montré ce qu'on savait faire d'un contrat. Quand Marie parlait d'agilité, ben oui, effectivement. Mais cette agilité-là, elle se traduit dans nos cœurs de métier. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ça va peut-être mettre un tout petit peu de temps. L'année va être un peu compliquée à passer parce qu'il y a des réductions budgétaires dans tous les sens. Moi, je sors du groupe Total pour le groupe PMU. Je ne donnerai pas de chiffres, mais il y a une suspension des budgets et notamment des budgets de recrutement jusqu'à la fin de l'année. Mais on y est presque à la fin de l'année, hein, c'est le mois de décembre. Et ça repartira derrière parce qu'il faut passer la vague. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, sur ce qui se disait tout à l'heure, moi, je voudrais compléter, et j'y tiens vraiment beaucoup parce que et c'est un peu l'expérience que j'ai vécue. Je n'ai pas changé de boulot par hasard. Le cabinet de chasse qui est venu me voir n'est pas venu me voir par hasard. Et ce n'est pas tant une question d'élargir, comme le disait Armel, d'aller vers le troisième cercle du réseau, en cercle concentrique, et d'essayer de rentrer dans ce cercle-là. Oui, il faut le faire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Je crois qu'il ne faut pas être que demandeur, il faut être vendeur. Vous avez un fonds de commerce à vendre. Et votre fonds de commerce, c'est votre expertise, c'est vos qualités intrinsèques, les soft skills, on en parle beaucoup, mais directeur juridique, c'est aussi être manager. Et ça, vous devez le mettre en musique. Et moi, je sais que là, je parle sous contrôle de Maëlys et de Brigitte, et d'Éric d'ailleurs, mais quand on cherche pour le cercle Montesquieu, par exemple, des intervenants à des colloques, des tables rondes, des webinars, c'est toujours une tannée pour trouver des candidats parmi les membres du cercle Montesquieu. Et je vous assure, écrivez,
dans les revues juridiques si vous pouvez le faire, proposez des articles, montrez votre bobine, portez-vous volontaire auprès de Maëlys pour les tables rondes, parce que je vous assure que cette communication-là, elle est efficace. C'est aussi comme ça que vous faites connaître non seulement des cabinets de chasse et de recrutement, mais en même temps des différents recruteurs qui de temps en temps viennent aussi assister. Vous avez des DRH qui viennent assister à nos événements et en même temps les avocats qui sont, Marie, pardonnez-moi, qui sont les principaux concurrents de placement de directeurs juridiques en entreprise, sont les concurrents des chasseurs des cabinets de chasse de tête. Donc, vous voyez, soyez acteurs de ce recrutement-là. Ne soyez pas que demandeurs pour créer votre réseau. C'est important, il faut le faire. Allez un tout petit peu plus loin. Vendez votre fonds de commerce. Votre fonds de commerce, c'est vous, c'est vos qualités, vos expertises, votre expérience. On a besoin de directeurs juridiques expérimentés. Donc, allez-y. Et pour le coup, le cercle, mais il n'y a pas que le cercle, il y a la FJE. J'ai cru voir que François l'Hospitalier était quelque part par là. Il est aussi, je crois, à la FJE de mémoire, François. Mais ces associations-là ont aussi ce rôle-là. Donc, ne vous privez surtout pas de ça. Et prenez contact avec Maëlys, prenez contact avec les responsables des commissions du Cercle Montesquieu. Portez-vous volontaire parce que ça vous servira. Ça sert le cercle, ça sert l'intérêt commun de l'association, mais portez-vous volontaire sur ce type d'événement. Voilà. C'était deux petites idées, mais deux petites remarques. Non, moi, je vais les compléter. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la notion de marché en soi du management de transition, parce qu'en fait, il répond à une offre. Ce qu'on a pu voir, si vous prenez la big picture des fonctions juridiques, on avait d'abord des avocats qui intervenaient ponctuellement, on a une vraie internalisation de la fonction des juridiques, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce sont des offres qui sont complémentaires. C'est-à-dire que les juristes en place font leur job, et de manière ponctuelle, un manager de transition va venir aider la direction juridique pour 1000 raisons. Ça, c'est tout à fait vrai. Et là, on le voit pourquoi c'est en ce moment un sujet qui peut être intéressant. C'est comme vous avez souligné, vous n'avez pas le droit de recruter en CDI. Donc, effectivement, passer par une transition où la personne n'est pas en in-house, mais en prestation, ça peut faire le job et ça peut vous aider à passer la fameuse vague que vous venez d'écrire. Donc, ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, c'est un marché en soi et les uns et les autres ne se marchent pas sur les pattes. Là où je suis aussi d'accord avec vous, c'est que, comme vous l'avez très bien souligné, il faut être acteur de sa recherche. Vous avez parlé des cabinets d'avocats et des cabinets de recrutement. Effectivement, les cabinets de recrutement n'ont que 4% du marché du recrutement. Donc, vous voyez, c'est quand même pas énorme. Donc, effectivement, la plupart des postes, vous les aurez en direct ou en utilisant des réseaux divers. Je vais aller un step plus loin que vous, Martial, sur soyez actifs, sur la manière de communiquer. On a parlé des LinkedIn, on a parlé du Cercle Montesquieu. Et ça, c'est très bien parce que vous êtes dans un univers familier puisque vous êtes avec des copains, des directeurs juridiques, c'est très bien. Moi, si vous voulez aller un step encore plus loin, c'est aller dans des réseaux les mêmes, mais pas du Cercle Montesquieu. Allez à la NDRH, allez au réseau Magellan, ce que vous voulez, il y en a plein. Des cercles, d'Aubigny, machin, etc. Il y en a plein, des cercles où on va au-delà et on n'est plus dans l'entre-soi et ça vous permet d'aller rencontrer des personnes que vous ne connaîtrez pas naturellement. Donc moi là-dessus, je suis plus qu'en phase avec vous. Le truc, c'est que si vous n'êtes pas habitué à le faire, commencez par un baby step qui est celui du Cercle Montesquieu où les gens sont bienveillants et vous n'aurez personne qui va vous démonter la tête dans une intervention. Et puis une fois que vous êtes un peu rodé, allez, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à aller voir d'autres cercles, d'autres fonctions où bien sûr. Vous avez entièrement raison. Mais quand je parlais du cercle, c'est allez voir, rapprochez-vous de Maëlys, parce que le cercle a des partenariats avec beaucoup de think tanks qui recherchent des directeurs juridiques pour leurs colloques. Vous prenez le Business and Legal Forum, ils sont en permanence en quête de directeurs juridiques. Donc, le cercle peut aussi servir d'intermédiaire. La revue Décideur fait beaucoup de choses. Le monde du droit, évidemment qu'on travaille avec tous ces gens-là. On recherche tout le temps des directeurs juridiques. À chaque fois, Maëlys m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux intervenir ?» J'ai trouvé personne. Bon, moi, j'adore parce que je trouve ça plutôt intéressant. Mais je pense qu'il y en a peut-être marre de voir ma bobine et il y en a peut-être d'autres qui en ont plus besoin que moi. Donc, portez-vous volontaire, allez-y. Voilà, il y a aussi cette utilité-là du Cercle Montesquieu de servir de relais et ça peut être un petit tremplin. C'est pas un gros tremplin, mais c'est un petit tremplin pour vous faire connaître et vous faire connaître au-delà justement de la fonction des directeurs juridiques, d'aller voir un peu tout le marché du droit qui peut être devant vous pendant une intervention quelconque, que ce soit dans vos domaines ou sur des domaines, dans vos domaines d'expertise ou sur des domaines un tout petit peu plus transverses et sur lesquels vous avez un avis, une expérience, parce que votre profil permet de répondre à la question posée. Voilà, ne vous privez surtout pas de ça. En plus, Martial, j'en témoigne parce que j'essaye d'aider au maximum Maëlys sur plein de trucs, mais je pense que c'est quand même plus facile d'intervenir à des tables rondes et on est plus sollicité quand on est en poste que quand on ne l'est pas.
c'est un peu la difficulté, hein. Moi, je dis oui à tout, mais Elise peut en témoigner. Mais les tables rondes, moi, depuis que je suis plus dans un vrai poste où il y a marqué directeur juridique d'une grosse boîte, je suis plus contactée de personne, quoi. Donc, c'est un peu entre deux. Ouais, mais c'est là où Martial a raison dans le fait qu'il faut aussi savoir se proposer, proposer des articles, proposer des interventions. Moi, il se trouve que j'ai occupé une fonction de direction de l'innovation, donc qui n'est pas du tout une fonction juridique, même si j'avais la croissance externe. Maëlys n'hésite pas à me solliciter quand il manque quelqu'un, et je dis pas tout le temps oui, mais bien volontiers. Mais c'est surtout qu'effectivement, cette association, par exemple le Cercle Montesquieu, permet aussi de se rassurer. On n'est pas tous hyper à l'aise dans la prise de parole en public, même si on a tous maintenant des postes qui ont nécessité de prendre la parole devant des assemblées qui ne sont pas forcément des juristes, de manager des équipes et de faire passer des messages. Donc il faut aussi dédramatiser l'enjeu d'une prise de parole lors d'une table ronde, qu'elle soit lors d'un webinar ou en présentiel. Et le fait d'accepter les sollicitations de Maëlys permet aussi de dédramatiser ce genre de choses pour certains. On n'a pas tous eu l'opportunité de faire des prises de parole dans des langues diverses et variées et en permanence. Et le fait d'être visible, le fait de montrer qu'on sait le faire, c'est aussi un plus dans les soft skills des directeurs juridiques. Parce qu'aujourd'hui, les boîtes qui recrutent, elles veulent aussi des gens qui sont capables de valoriser leurs images et en tout cas d'avoir des gens qui, s'ils sont pris au dépourvu, peuvent délivrer un ou deux messages de façon intelligible sans avoir l'air d'annoncer quelque chose d'appris par cœur et en ayant un tout petit peu de fond et de capacité à capter l'attention. Alors, il y a Brigitte, je crois que tu as une question à nous poser. Oui, moi j'avais une question par rapport au marché, là, parce que j'ai lu beaucoup de choses ces derniers jours sur l'impact de la crise dans les cabinets d'avocats. Et il semble qu'il y ait quand même pas mal d'avocats dans les cabinets qui soient amenés à quitter la profession et avec lesquels les directeurs juridiques vont se retrouver en concurrence. Donc, sur les postes, sur des postes. Donc, si en nombre, c'est quand même assez frappant, hein. Et on sait quand même que beaucoup d'entreprises privilégient une formation du barreau, même une expérience du barreau pour un poste de directeur juridique. Et donc, ta question, c'est de savoir est-ce que La question, c'est de savoir l'impact, parce que je pense que les directeurs juridiques vont devoir se positionner par rapport à cette concurrence-là. C'est-à-dire faire valoir leur spécificité de business, de business partner, on y revient. Et je pense qu'ils vont être en concurrence sur des postes dans les shortlists. Alors là, je vais rejoindre un peu le mindset de Martial qui dit sauvez-vous vous-même. Vous avez quand même une chance sur les directeurs juridiques, vous avez une bonne connaissance de l'entreprise. Et on vous en parlait depuis tout à l'heure un peu en fond tous. On va faire un petit focus soft skills parce que c'est un peu le sujet qui revient. Et même plus global, moi je vais vous parler de skills. Voilà, carrément, paf, les skills. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est à l'EDEC. C'est à l'EDEC. Ils ont fait un référentiel de 150 skills, ce qu'ils appellent le référentiel skills, qui est assez bien fait. Et en fait, leur idée, c'est quoi? Ça s'appelle Legal EDEC. Ils ont demandé à une centaine de directeurs juridiques et même de monde du droit de nous dire pour nous quelles étaient les skills qui étaient importantes. Et en fait, de ça, on va en retirer ce qu'on appelle la combinaison des intelligences. Donc, une fois qu'on a validé la partie technique, on a 3 types de skills qu'on va pouvoir différencier. On a d'un côté ce qu'on appelle le digital skills, on a d'un autre côté le business skills et on a en troisième le soft skills. Sur les directeurs juridiques, effectivement, sur les soft skills, on va avoir la capacité de communication, tout ce qui est communication interne, externe, évidemment, la résilience et la manière générale comportementale. Là où vous avez peut-être une chance, peut-être par rapport à d'autres professions comme par exemple les avocats, c'est que vous avez une très bonne connaissance du business parce que vous êtes quand même le bras droit des opérationnels. Vous êtes en permanence depuis des années avec des commerciaux, vous êtes en permanence pour certains au COMEX. Et donc, du coup, cette
Ça vous donne un avantage par rapport à certains avocats qui connaissent très très bien le droit, qui connaissent très très bien plein de choses, le commercial, tout ce qu'on veut, mais qui n'ont peut-être pas tous, je dis bien pas tous parce qu'il y en a qui l'ont, mais qui n'ont pas tous cette vision entreprise. Une des fortes tendances qu'on voit, on a pu le voir, relocalisation, transversalité des fonctions, et vraiment cette notion de soft skills. Alors je rabâche les oreilles de tout le monde avec ça, mais c'est vrai que sur 2 CV à compétences égales, ce qui va faire la différence, c'est le comportement de la personne. Et attention, ne pas se tromper, ne vous trompez pas de combat, soft skills ne veut pas dire sympa. En fait, ceux qui me disent moi je suis sympa, mais on s'en fout en fait, c'est pas le sujet. Les soft skills, ça veut dire quoi? C'est la capacité à sortir l'entreprise d'une situation. C'est la capacité à j'ai un gros contentieux, ben, j'arrive à lui faire pchit. C'est ça, soft skills. La capacité, c'est je communique en interne, pas avec des termes très techniques qui font que j'ai perdu tout le monde. On parlait tout à l'heure de cas de force majeure. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Tout le monde arrivait avec son contrat en disant applicable, pas applicable, comment on fait? Et bien ça, c'est ça les soft skills des directeurs juridiques, et c'est à vous d'avoir cette capacité de le démontrer. Et encore une fois, comment on le démontre? En entretien d'embauche, c'est la manière dont on a d'aborder les choses, la manière dont on s'implique. Alors, je sais que ça fait beaucoup sourire les gens, mais encore ce midi, j'étais avec une personne qui est formidable, qui a un parcours, c'est une superstar, tout ce qu'on veut, etc. Mais son truc, c'est un CV, c'est militaire, mais au plus haut possible, on crève. Et je lui dis, mais en fait, c'est tellement bizarre, parce que oui, vous êtes quelqu'un de rigueur, mais vous êtes quelqu'un de super humain, et à aucun moment, ça apparaît dans votre CV. Elle me dit, ouais, mais comment je fais ça? Je ne vais pas mettre une ligne humain et sympa. Je dis, ben non, évidemment, tu ne peux pas faire ça. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais c'est là où c'est important de bien insister dans la fin de votre CV ou dans des moments sur ce que vous pouvez faire. Par exemple, je dis bien par exemple, pour des associations, par exemple sur ce que vous faites pour l'association du Cercle Montesquieu. Il y en a plein qui vont s'impliquer, je l'espère, dans un nouveau mouvement qu'on est en train de créer avec Droit comme un H, qui est pour le recrutement des handicapés. Peut-être que ça peut vous intéresser. Il y a une association qui est super de Philippe Cohen qui s'appelle Respect Zone, qui est sur l'engagement du cyberharcèlement. Peut-être que ça peut vous intéresser, sans aller faire de l'humanitaire dans l'Ouganda si ce n'est pas votre truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à votre niveau, en tant que directeur juridique, il y a des réseaux et des cercles assez simples qui nous permettent à nous de dire, voilà, la personne, elle a peut-être cette aspérité de bienveillance ou pas, quoi. Parfait. On peut passer à l'onboarding? On peut passer à l'onboarding, oui. Parce que bon, quand même, on est dans la 3e bonne nouvelle. Pendant cette période, et moi je sais que je l'ai vécu, on a eu des gens qui ont eu la chance, ou je ne sais pas, on va voir ce que va nous dire Martial, mais de prendre des postes, parce que nous on a fait des placements pendant cette période-là, et c'est vrai qu'on a eu, c'est vrai quand vous avez un candidat qui commence, vous dites, bon Dieu, comment ça va se passer, quoi. Déjà, quand on est sur place, on n'a pas forcément l'ordinateur qui marche bien, mais alors quand on est de chez soi, comment ça marche? Donc peut-être que Martial, vous pouvez nous faire votre tour? Ouais. Alors, je vais essayer d'être bref parce que c'est assez mitigé. On en parlait en préparant. Bon, d'abord, je suis un peu parti d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans, qui était une start-up quand je suis arrivé et qui a été, pour finir, comme étant un des fleurons de l'industrie dans l'énergie française, qui était le 3e acteur derrière EDF et Engie, coté en bourse. Donc, il a fallu, voilà, c'était un peu notre bébé, et on a été racheté par Total il y a 2 ans, ce qui était une très bonne nouvelle parce qu'on était nombreux à être actionnaires de la société. Donc, ça, c'est toujours une très bonne nouvelle. Après, ça marquait la fin de l'aventure. Et je me suis mis, pas très rapidement, mais on va dire il y a plus d'1 an, à chercher du travail gentiment et à recréer mes réseaux et à la fois être demandeur justement pour activer mon réseau, élargir les cercles concentriques autour de moi, et en même temps être assez vendeur, c'est-à-dire en étant le plus présent possible, notamment au cercle, par la force des choses, parce que j'y suis assez actif, j'essaye d'y être un peu actif, mais en même temps d'aller au-delà de ça. Et c'est finalement une chasse qui m'a permis de bouger. Alors, j'avais un projet qui était différent, qui était très, très, très avancé, puisqu'on était en phase finale de discussion pour monter la practice à Paris d'un cabinet américain.
Et au final, je suis reparti dans l'entreprise pour un job un peu similaire à celui qui était le mien chez Total, enfin chez Total Direct Energy. Donc, je suis parti juste avant, mon préavis se finissait toute fin avril pour une prise de poste le 4 mai. Et quand le confinement est arrivé autour du 15 mars ou 17 mars, je ne sais plus, je suis allé vider mon bureau en me disant je ne suis pas sûr de revenir. Je ne sais pas combien de temps ce truc va durer. Si vous projetez en arrière, le 17 mars, quand on nous annonce que tout ferme, on ne sait pas si c'est pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Moi, je me suis dit, bon, je ne sens pas trop ce truc-là. Vu ce qui s'était passé en Italie, je suis allé vider mon bureau, ce qui était, je vous assure, je crois, la pire journée de ma vie professionnelle, parce que dans une entreprise vide dans laquelle vous avez passé 12 ans comme directeur juridique et puis ensuite comme secrétaire général, que vos équipes ne sont pas là, que vos copains ne sont pas là, les gens avec qui vous avez bossé pendant des années, les autres directeurs de la boîte, les commerciaux avec qui vous entendez bien, plus personne n'est là. Vous êtes en train de faire vos cartons comme un voleur et vous partez, et dans les faits, comme un voleur sur la pointe des pieds. J'ai compris à cette occasion-là à quoi servait un pot de départ d'ailleurs. J'ai compris que ça servait à faire le deuil. Et moi, je n'ai pas fait de pot de départ. Je n'ai pas fait mon deuil encore probablement de cette boîte. Et en même temps, je ne sais pas si je ferai un pot de départ un jour parce que ça fait un peu réchauffer. Mais voilà, déjà, ça vous donne un petit peu le contexte du départ, avec un préavis épouvantable, puisqu'il fallait travailler à distance, on en parlait tout à l'heure, où je crois que j'ai dû faire, alors j'avais quelques dossiers à finaliser avant de partir, mais j'ai dû passer à peu près 14 ou 15 heures par jour en Teams, entre les réunions de crise et les réunions avec nos avocats, parce qu'on avait quelques gros contentieux et quelques grosses négociations en cours. Et là, l'activité, ni pour ces avocats-là d'ailleurs, ne s'est absolument pas arrêtée. Bien au contraire, c'est même accéléré. Donc, j'ai pris mon poste sans aucune transition et je suis arrivé au PMU en période de confinement, le 4 mai, avec un Teams organisé avec le directeur général. Alors, le premier Teams, c'était avec tout le CODIR. Mon équipe savait depuis 3 jours que leur chef était remplacé. C'est assez traumatisant quand même s'il y avait un petit sujet, mais c'est assez bizarre de savoir le jeudi soir que votre chef est remplacé. Vous ne connaissez pas l'identité de l'impétrant, c'est-à-dire moi, et vous apprenez le nom de l'impétrant le lundi matin. J'ai un premier Teams avec le CODIR, donc plutôt sympa. Et après, j'ai un Teams avec toute mon équipe, donc 22 ou 23 personnes, plus le directeur général, où chacun se présente. Alors évidemment, là, vous ne retenez aucun nom. Vous voyez les gens de manière un peu subreptice, j'avais une mosaïque devant moi de tête, ça faisait un peu me pète chaud mon truc, mais et finalement j'en ai retiré un goût un peu bizarre parce que une petite amertume, il manquait quelque chose, il manquait vraiment quelque chose. Et depuis, bon, confinement pendant une semaine et déconfinement le 11 mai. Évidemment que j'ai eu des conférences téléphoniques et des Teams avec mes N-1 et quelques départements dans mes équipes pour mieux faire connaissance de manière un peu plus individuelle. Mais quand même, ce n'était pas ça. Depuis le déconfinement, le PMU est pas mal au chômage partiel, donc mes équipes n'ont pas été totalement réactivées. Donc je les vois de temps en temps, on fait beaucoup de télétravail. Et en même temps, là, on recommande aux gens de venir travailler au moins une journée et on passe à 2 jours par semaine à partir du mois de juillet. Donc, j'ai pas encore vu mes équipes au complet. Voilà, ça tourne, j'en vois de temps en temps qui passent une tête dans mon bureau et j'essaye via les dossiers, via quelques dossiers, de travailler en direct avec elles. Donc, je vois tous mes N-1, mais le reste de mes équipes, je les connais très, très peu finalement. Alors, tout ça pour dire quoi ? On parlait beaucoup de digitalisation tout à l'heure. Alors, sur le plan technique, le traitement des dossiers, y compris d'ailleurs avec des équipes en chômage partiel, ça pose aucun sujet. Je crois que la gestion des dossiers peut se faire évidemment en télétravail, avec peut-être même un peu plus d'écart. Et j'ai vécu la même chose chez Direct Energy sur la pollution que génère la surréunion. C'est-à-dire que Teams a surgénéré des réunions, ou Zoom, ça a surgénéré des réunions. Et la réunion, dans nos métiers, ça reste tout de même l'alternative au travail. Alors, on a trouvé par ce truc-là la télé alternative au travail. On fait une espèce de… Voilà, on a la télé alternative au travail, donc on fait plein de réunions en Zoom, en Teams, dans ce que vous voulez, en Webex, j'ai appris plein de trucs. Mais ça pose aucun problème de technique, d'expertise. On peut faire des partages d'écran, c'est assez agile finalement, et ça, c'est pas mal. Sur le plan managérial, je suis un peu plus circonspect.
Alors, comme tout le monde, hein, il m'est arrivé d'avoir des équipes en site distant, donc vous les gérez beaucoup en conférence téléphonique et beaucoup avec ce type d'outils, en visioconférence. Moi, j'avais des équipes qui étaient à Béziers, donc je n'allais pas tous les matins à Béziers en étant de Paris. Donc, on faisait beaucoup de choses comme ça. Mais au final, quand même, le management, on était obligé d'aller régulièrement sur site ou de les faire monter régulièrement à Paris parce que le management, ça reste de l'humain et que l'humain, ça ne peut pas se faire à distance. Moi, j'en ai tiré ça comme leçon aujourd'hui. C'est que autant sur la partie de nos métiers juridiques, alors moi j'ai le contrôle interne, en plus le contrôle interne, la compliance, la régulation, le droit de la concurrence, et évidemment le juridique. Tout ça se fait plutôt bien. Techniquement, vous pouvez bosser. Le management, et a fortiori quand vous prenez une équipe, vous ne pouvez pas le faire à distance. Je crois que la prise en main de votre équipe avec ces outils-là est très imparfaite. Vous ne connaissez pas vos équipes finalement. Parce que, Marie, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de coupure de rayon, le ressenti de la personne, vous n'allez pas le sentir de la même… Enfin, vous n'allez pas le jauger, l'évaluer de la même manière que quand la personne est en face de vous dans votre bureau. Et je pense que ça peut même provoquer quelques erreurs assez graves de management. Moi, j'ai récupéré des équipes assez fragiles pour certaines parce qu'elles avaient été un peu malmenées par mes prédécesseurs. Je dis bien par mes prédécesseurs, il y en a eu quelques-uns, dans une boîte qui vieillit. Hein, donc, il faut impulser une culture de changement très, très compliquée, d'impulser une culture de changement avec des gens très fragiles à distance. Alors là, je donne un peu une caricature. Hein, ça dépend vraiment aussi de la solidité des personnes et de ce qu'ils ont vécu auparavant. Mais à distance, en télétravail, vous ne réussirez pas à manager correctement, je crois. C'est que ce n'est qu'un avis, c'est le mien, c'est ce que je vis en ce moment. C'est pour ça que je pousse beaucoup au retour le plus possible, en faisant un peu mon caprice d'enfant gâté, en disant je veux vous voir, je ne vous connais pas. Voilà. Je veux voir vos têtes, ça me ferait plaisir de vous voir. Je fais un peu de violon, mais j'ai besoin de voir les gens. Parce que j'ai un sujet managérial à gérer. J'ai des équipes à remettre sur les rails. Voilà, voilà à peu près les deux leçons que j'en tire hein, très rapidement. Hein, donc, pas de sujet technique, ça c'est facile sur le cœur de nos métiers. Par contre, le management, très clairement, je ne crois absolument pas au management à distance. Alors, moi, je vais reboucler par rapport à ce que vous venez de nous dire, parce que c'est vrai que sur le Covid et sur cette crise qu'on a vécue, unanimement, ce qui m'a assez surpris, c'est que le passage en travailler en physique, travailler en télétravail, ça a été un non-sujet. Vous prenez il y a des sociétés où tout pouvait être compliqué et par exemple Air France, en quelques jours, ils ont mis tout le monde en télétravail et ça n'a pas posé de problème. Tout le monde s'y est mis. Là-dessus, on est assez aligné sur il n'y a pas de problème pour passer en télétravail. La difficulté qu'on a eue sur cette phase-là, sur cette période-là, c'est qu'en fait, les gens ont été naturellement fragilisés. Ne plus les avoir en face de nous, ça les fragilise encore un peu plus. Donc, en fait, ce n'est pas un contexte normal de télétravail. La difficulté qu'on a, et aussi pour les chercheurs, enfin les gens qui recherchent un emploi, c'est que ça a été un accélérateur de particules, en fait, cette histoire. Donc, ceux qui n'étaient pas bien, ils ne sont encore pas bien. Et il y a plein de gens autour de moi qui, en temps normal, vont bien et qui ne se posent pas de problème. Et moi, je les retrouve post-confinement, pas forcément complètement bien. Et la difficulté qu'on a, c'est comme on reste tous chez soi, et on ne se voit plus. Et les 5 minutes, vous savez, les 5 minutes qui font hey, « comment ça va ?» machin, une petite blague, un petit machin. Ça change tout. Ça change tout, en fait. Moi, je sais que je me suis rendu compte que le fait de revenir au cabinet, je me suis mis à parler avec des gens mais que je ne connaissais ni dedans, mais c'est pas grave. Et on plaisante de trucs sur normalement, on l'aurait peut-être pas fait. Et ce truc-là sur le management, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la prise de poste, on a une vraie difficulté, c'est que quand vous arrivez, vous avez du management, la première chose qu'on vous dit sur les 100 premiers jours, la première chose que vous devez faire, c'est faire un état des lieux. Vous faites ce qu'on appelle un audit des forces en présence, qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Enfin bon, bref, vous connaissez ça par cœur. Là, la difficulté que vous avez, c'est que les gens, vous ne les avez pas. Et en plus, quand ils vous ont qu'une demi-heure par jour en Skype, ils peuvent bon an, mal an jouer un rôle. Donc, on a une difficulté d'appréhension, de compréhension de la personne encore plus, parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle est, qui elle est réellement. Donc, ça, c'est une deuxième tendance qui fait que nous, on a vu, et moi, je pense que la deuxième conséquence du Covid, ça va être l'aspect plus psychologique, alors sans devenir une psychologue, hein, ce n'est pas mon sujet, moi je ne suis pas psycho, mais ce que je vois, c'est que c'est important de se dire, il
faut se protéger un minimum par rapport à ce qui se passe, qu'on soit en poste ou pas en poste, que l'on fasse une prise de poste ou pas en poste, juste de temps en temps, prendre un petit pas de recul et se dire, OK, où est-ce qu'on en est? Et si je vois que quelqu'un est en difficulté, lui proposer son aide. Vous le faites de manière positive ou indirecte en disant, moi, je vais vous rencontrer, ce qui est une bonne idée, mais pas hésiter à voir en disant, tiens, si la personne ne veut pas échanger avec vous en direct, parce que vous êtes quand même le N+1, de ne pas hésiter à leur faire des petits échanges entre eux, quoi. Ça peut être une alternative. Alors, ce que je suis en train de faire, pour tout vous dire, parce que les retours sur mon arrivée de mon équipe, parce que je ne sais pas par moi, hein, je ne sais pas par mes équipes, je sais par mon directeur général, sont plutôt très bons, mais là, mes N-1 me remontent le fait que mes équipes ne me voient pas. Ce qui est un paradoxe, ils ne sont pas au bureau. Donc là, je provoque une petite réunion avec tout le monde où je vais leur faire mon constat d'étonnement depuis 2 mois. Ce que je n'aurais probablement pas fait si tout le monde avait été au bureau. Parce que je serais allé voir les uns et les autres, département par département. J'aurais peut-être traité des dossiers en direct avec quelques personnes, ce que je fais un peu, mais peut-être pas suffisamment, mais parce que j'ai une autre actualité. Mais ça crée tout de même, cette digitalisation, ça crée tout de même beaucoup de distance. C'est très compliqué de créer un esprit d'équipe de cette manière-là, quoi qu'on en dise. Alors même que c'est fondamental. On a besoin, surtout dans ces période-là, on a besoin que nos équipes se serrent un tout petit peu les coudes parce que dans toutes les boîtes, ça va tanguer. Ça va être compliqué partout et que les uns et les autres puissent être solidaires entre eux. Mais ça ne se crée pas par un décret. Ça se suscite par de la confiance entre les uns et les autres. Et encore une fois, je ne crois pas du tout à la possibilité de faire ça à distance. Vous pouvez mettre toutes les animations que vous voulez. L'humain, c'est à peu près irremplaçable. La digitalisation du management, elle a quand même certaines limites. En fait, si on fait un petit pas en arrière par rapport dans nos manières de travailler, on voit qu'il y a des tendances qui évoluent, un peu comme la mode où on a la robe à petits pois puis la robe avec les rayures. Dans le recrutement et dans les RH, vous avez des tendances. On a eu pendant des années, chacun était dans son bureau bien fermé. Ensuite, on a eu la tendance de l'open space. Ensuite, on a la tendance du semi-open space. Là, on sent qu'on nous a poussé à marche forcée vers du télétravail. Je pense qu'on en reviendra et que les gens, parce que moi je le vois aujourd'hui, les gens ne reviennent pas vraiment au travail actuellement, mais on va revenir sur quelque chose d'un peu plus neutre, peut-être mixte, avec une partie présentielle et une partie télétravail. Le tout télétravail, je suis d'accord avec vous, moi j'en suis opposée, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas et il y a plein de choses qu'on traite vraiment pas en profondeur parce qu'on n'a pas la personne en face de soi, quoi. Et que... C'est assez, quand je suis entièrement d'accord, c'est assez même contradictoire. Oui. Le télétravail n'est pas nécessairement approprié au-delà du management, mais le travail du juriste d'entreprise, c'est un travail c'est un travail d'intervieweur et c'est un travail de connivence avec nos clients opérationnels. Je parle bien de clients. Et si on n'est pas en permanence avec ces clients, si on ne les connaît pas, s'ils ne nous font pas confiance ou si on ne leur fait pas confiance, ça ne marchera jamais. Vous pouvez être le meilleur juriste de la Terre, si vous ne savez pas créer ça avec vos opérationnels, ça ne marche pas. Et même si vous êtes un merveilleux technicien. Donc là aussi, cette soft skills-là, cette capacité à prendre l'information au bon moment pour gérer un dossier, qualifier son risque ou qualifier une matière, ça, si vous ne savez pas le faire, mais pour le faire, ça peut là non plus pas se faire à distance. Vos opérationnels, vous devez les connaître. Moi, chez IAC Energy, ça me mettait en colère quand mes juristes passaient leur journée, je vais être un peu trivial, le cul sur leur chaise. Un juriste d'entreprise, c'est avec ses opérationnels tout le temps. Tout le temps. Voilà, ça ne reste pas à regarder son écran toute la journée. Si on fait ça, c'est qu'il y a un problème d'organisation, soit personnel, soit de l'équipe. Et dans ces cas-là, croyez-moi, c'est vite traité. Ce dont je me suis assuré là au PMU, c'est que ça ne marchait pas comme ça. Et de ce point de vue-là, je suis ravi. Ils ont un très bon manager, j'ai une très bonne responsable juridique. Et pour le coup, ils sont plutôt au contact de leurs opérationnels. Et d'ailleurs, c'est les premiers à revenir au travail. C'est très intéressant. Juste pour reprendre un pas de recul, pardon Marie, sur le contexte général. Effectivement, la digitalisation, ça a des effets positifs, ça a permis de maintenir une certaine activité, mais que ce soit, comme on le voit au travers du témoignage de Martial, dans le cadre d'une prise de poste ou dans le cadre de process de recrutement, ça a ses limites aussi, parce qu'on ne manage pas à distance. Ça, moi, j'en suis convaincue pour avoir eu des équipes à distance pendant très, très longtemps. Mais je pense qu'on ne finalise pas un recrutement sur un poste de directeur ou de directeur adjoint ou de secrétaire général à distance. C'est-à-dire que quand on est un directeur général ou un directeur juridique qui cherche son adjoint, c'est quand même des gros postes, à la fois en masse économique pour l'entreprise,
en enjeu de confiance et de durée. C'est pas des postes, ces postes sur lesquels on investit pour créer une relation de confiance. Moi, je suis absolument convaincue que le recrutement ne se clôture pas en Zoom, en Teams, Je suis assez d'accord. voilà, ou en quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, hein, il faut prendre son mal en patience quand on est, comme moi, en recherche d'emploi. Parce que les postes qu'on recherche ne sont pas des postes qui vont être closés, entre guillemets, si vous m'autorisez le barbarisme, à distance. À un moment, le DRH, il va vouloir vous voir en vrai, le directeur général, il va vouloir vous voir en vrai. Et voilà, il y a au moins 3-4 entretiens que vous ne pourrez pas faire à distance. Là, je vais vous dire, c'est très simple, Armelle et Martial, je valide parce que moi, si je fais ce job de recruteur, c'est pour une chose, c'est parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les humains, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est les histoires d'hommes et les histoires d'hommes et de femmes, évidemment. C'est là où ça a un sens. Alors, le temps file. On doit juste avancer sur une question et j'aimerais bien qu'on échange avec Sybille, parce que Sybille n'a pas eu trop le temps de… On a trop parlé, comme à chaque fois. On papote, il faut nous arrêter. En fait, c'est sur le… Peut-être que Sybille pourrait aussi nous donner un petit peu son point de vue sur comment elle a vécu des recrutements pendant cette phase et aussi, surtout, sur… Pour toi, Sybille, est-ce que tu as peut-être une petite idée sur l'évolution de la fonction du directeur juridique? Est-ce que tu as vu peut-être des tendances émerger sur l'avenir de la fonction? Ou pas, peut-être? Sybille, il n'y a pas le micro. Alors, oui. vidéo, oui, oui, C'est bon? c'est bon. Voilà. C'est exactement ce qu'on a déjà dit. C'est le fait, le directeur juridique doit être un business partner et quelqu'un de flexible. Par exemple, chez Christie's, on ne faisait pas de vente online à Paris. On faisait des ventes en salle, des ventes privées, mais pas du tout de vente online qui, en fait, se déroule sur 2-3 semaines. Normalement, voilà, on fait des ventes en salle. Donc, il a fallu quand même, du jour au lendemain, construire des modèles de contrats, les expliquer à tous les opérationnels, les expliquer à l'étranger, puisque le droit français n'est pas le même à Londres, aux États-Unis, en Asie. Et donc, on se retrouve sur la notion qu'on a bien utilisée, c'est-à-dire qu'il faut des juristes qui manient la technique contractuelle, je dirais sur le bout du doigt, enfin, qui ont une aisance, qui ont une appétence naturelle à rédiger des contrats et à les expliquer aux opérationnels, puisque on avait donc des contrats complètement différents, donc il fallait trouver les moyens, donc c'était en Zoom, en Teams, dans tous les moyens possibles, pour leur dire, tu fais attention, en vente online, alors que tu étais prêt à transformer ta vente aux enchères en vente privée. Là, tu vas le faire de telle manière. Donc, il a fallu envoyer, en plus des modèles de contrats, des espèces de petites fiches pour utiliser ces contrats. Donc ça n'a pas été tout simple et effectivement, on a travaillé là avec ce qu'on appelle nos sales coordinateurs. Ça serait l'équivalent dans une autre boîte des chargés d'affaires, des assistantes commerciales pour faire passer et remonter les messages aux opérationnels. Alors, en même temps, moi, j'avais un besoin. Il fallait impérativement agrandir l'équipe parce qu'on n'y arrivait pas avec ma collaboratrice bien avant le Covid. Hein, c'était déjà un manque que j'ai constaté quand je suis arrivée. Vu le peu de budget, c'était un juriste junior, un doctorant, donc une thèse CIFRE, et on s'est retrouvés le temps que je contacte tous les profs de droit, que je contacte pas mal de gens. Je me suis retrouvée avec des excellents candidats sur le papier,
certains très chaudement recommandés par les professeurs de droit, mais des gens qui étaient en stage à Hong Kong, aux États-Unis et tout simplement en province. Comment faire venir tous ces gens-là? Donc, mise en place de téléconférences. Et là, ça n'a pas été si simple parce que chez nous, on était au démarrage de tout ce qui était Zoom, Teams, avec finalement une utilisation de la bande passante qui explosait parce qu'on ne l'avait pas prévu. Et puis, des candidats qui étaient un peu paumés. Donc tout ça, il a fallu le mettre en place, expliquer aux personnes et puis se rendre compte finalement via la posture et le comportement des candidats qu'il y avait des choses qui dès le départ clocheraient et qui faisaient que techniquement ils étaient peut-être excellents, mais ils ne pourraient pas être juristes contrat chez Christie's. Et donc ça, il a fallu aussi l'expliquer et ne pas poursuivre les entretiens. Et de toute manière, on aurait dû quand même, au final, moi, pour passer une thèse CIFRE ces 3 ans, moi, il fallait absolument que je voie la personne. Et en même temps, il y avait des délais pour déposer le dossier de la thèse CIFRE. Enfin, je me suis retrouvée dans une espèce d'embroglio qui n'était pas évident. Et ça a fini, on a embauché le thésard, c'est-à-dire celui qui était en thèse CIFRE chez nous, et ben on l'a gardé en CDD jusqu'à la fin de l'année. Ah oui. D'accord. Voilà. Bon, mais ça évoque une question dont tu parlais, Marie, c'est est-ce que toutes les entreprises ont accepté de faire du recrutement digital ou est-ce qu'il y a certaines entreprises qui s'y opposent formellement? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que ça ralentit les process? En fait, la tendance, je pense, on va aller vers une partie digitale de l'entretien sur les premiers rounds. Et par contre, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, là, sur un recrutement que je fais actuellement, mon client m'a dit, on fait une pause et on reviendra sur le recrutement quand le déconfinement aura lieu et on a statué là. Tu vois. Voilà. J'espère que ça répond à toutes tes questions, Brigitte. Oui, je pense qu'on peut peut-être conclure parce que je vois l'heure qui tourne et certains d'entre vous ont d'autres rendez-vous derrière. Donc peut-être un dernier mot, Marie, sur l'évolution de la fonction, comment tu la vois. Donc finalement, Sybille semblait dire que ce dont on avait besoin du fait de cette crise sanitaire, c'est surtout des juristes contrats. On pourrait imaginer qu'on a besoin de gens qui savent manager à distance, qu'il y a déjà d'autres tendances qui se dessinent. Mais bon, apparemment, en vous écoutant, je comprends que ce n'est pas le cas. Peut-être tu as un autre avis. Et puis voilà, et terminer peut-être sur quelques indications pour le suivi de ce webinaire. Merci beaucoup, Brigitte. La première chose qu'on peut vous dire, c'est que c'est une année pleine de surprises. Qu'il y a 6 mois, je n'aurais pas tenu un quart des propos que je tiens aujourd'hui. Donc, vous me rappelez, dans 3 mois, je vous dirai peut-être complètement l'inverse de tout ce que je vais vous dire maintenant. Il y a des choses qui sont sûres. C'est que sur les fonctions juridiques, quand moi, mes clients font appel recherche un directeur juridique, ce qu'ils vont rechercher en numéro 1, c'est une compétence technique. On est sur des fonctions juridiques et donc du coup, vraiment, c'est la partie très importante, c'est cette partie-là technique. Ensuite, tout le reste vient en appui sur la compétence comportementale, soft skills, et ça en vient et c'est un complémentaire. Donc, c'est important d'avoir les deux et je pense qu'on le voit, l'agilité, ça fera partie des demandes, l'agilité de la fonction, l'agilité dans le management, ça sera vraiment super important pour le directeur juridique de demain. Quels que soient les skills qu'on a pu évoquer, très clairement, on aura forcément quelqu'un qui restera technique et qui sera bon dans la communication. Donc voilà les vraies tendances qui sont en train d'émerger. Je ne sais pas si ça t'aide. Moi, ce que je veux, c'est aussi quand même donner un mot assez positif à tous les gens qui se disent « Ah mais mon Dieu, c'est super long, etc. » Oui, c'est juste
comme l'a dit un intervenant aujourd'hui, c'est une vague. Il faut laisser passer la vague. Ça remontera derrière. Ouais. Voilà. J'espère que ça te va comme conclusion. Ouais. Je peux vous dire aussi, si les gens qui nous ont écoutés, on a un guide candidat, si jamais vous voulez l'envoyer, il n'y a pas aucun problème pour l'envoyer au guide candidat. Et si quelqu'un a des questions à me poser, évidemment, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou ailleurs et je serai un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci Marie. Il nous reste à te remercier pour ta contribution à ce webinaire qui était essentiel. Remercier tous les participants et les intervenants qui ont joué le jeu avec beaucoup de sincérité et de transparence. C'est très appréciable. Donc, merci à tous. Et puis bonne chance pour la suite parce que le recrutement continue, la mobilité continue et la mobilité crée la mobilité. Si vous libérez un poste, n'oubliez pas de prévenir les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.